professeurs. Merci à vous d'être avec nous pour participer et écouter cette table ronde qui va répondre à cette question: comment devenir franc-maçon et franc-maçonne et pourquoi en 2026. Donc nous avons Philippe Benhamou, auteur de La franc-maçonnerie pour les nuls en 50 notions clés, qui va animer cette table ronde. Il est membre de la Grande Loge de France. Il explore la fiction et l'imaginaire avec l'écriture de plusieurs romans. À ses côtés, nous aurons Evelyne Grimal-Richard de la Grande Loge féminine de France, Jean Dumonteil de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, Dominique Ségalen de l'Ordre mixte international du droit humain et Vincent Chéniaud du Grand Orient de France. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche le micro. C'est bon? Vous m'entendez là? Non. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, 1, 2, 1, 2. Ça marche pas. Si, oui, non. Là, ça marche. Donc, je donne le micro à quelqu'un qui ne va pas parler. Bien, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Celui-là. Merci pour la présentation. Comme ça, on n'a pas à faire le tour de table. Donc, on va essayer de répondre avec nos 4 invités. On va essayer de répondre à la question du comment et pourquoi devenir franc-maçon. Et je ne vais pas leur poser la question comme ça, comment et pourquoi. On va plutôt partir sur d'autres a priori, sur d'autres expériences également. Et vous avez autour de cette table 2 hommes, 2 femmes qui sont dans des obédiences différentes. Ils vont nous en parler. Mais au-delà des différences des obédiences, ils vont nous présenter leur parcours maçonnique. Ils vont répondre à des questions sur pourquoi devenir franc-maçon, quelles sont les motivations, est-ce qu'il existe de bons candidats, est-ce qu'il existe de mauvais candidats, est-ce qu'il y a des profils types, et comment on fait finalement pour aborder la franc-maçonnerie. La véritable question finalement, ou les véritables questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la franc-maçonnerie est faite pour moi, ou encore suis-je fait pour elle? Alors j'espère que dans la salle, il n'y a pas que des francs-maçons, parce que c'est une discussion qu'on va avoir qui est essentiellement tournée vers ce qu'on appelle nous des profanes, hein, c'est le jargon maçonnique, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas initiés aux mystères et privilèges de la franc-maçonnerie. Donc j'espère qu'il y a des profanes, et c'est vraiment pour eux qu'on va faire cette présentation. Si vous levez la main, c'est encore mieux, mais voilà. Oh, il y a plein de profanes, chouette. Je vais leur poser des questions à nos 4 invités, et ensuite vous aurez la parole pour vous leur poser les propres questions. Alors déjà, je vais leur poser une question toute bête parce que on va commencer par Jean. Jean, vous êtes franc-maçon depuis combien de temps? 41 ans. Pas mal, hein. Dominique? 31. Pour moi, 33. Vincent? 16 ans maintenant. C'est notre petit jeune, hein. Bon, l'ancienne sera à côté du petit jeune, 44 ans. Ah, bravo. Ça serait une question que je vais vous poser tout à l'heure, c'est on pose la question pourquoi entrer en maçonnerie, et on pourra se poser la question pourquoi on y reste. Parce que visiblement, on est tous encore francs-maçons, malgré nos vies, nos expériences professionnelles, nos vies familiales, affectives, tout ce qu'on veut. Alors, première question que je vais leur poser, c'est, et on va commencer par Evelyne, qu'est-ce qui vous a conduit, Evelyne, à vous intéresser à la franc-maçonnerie il y a donc 46 ans? 44 ans. 44. J'ai déjà vieilli de 2 ans. Ça détaille maintenant. Alors, qu'est-ce qui vous a entraîné à rentrer en maçonnerie il y a 42 ans? Alors, c'est d'abord l'idée d'une rencontre avec un franc-maçon. Est-ce que vous entendez bien le micro? Est-ce que ça va? Bon, d'accord. Et d'être à ce moment-là, donc j'étais jeune, hein, j'avais une représentation de ce monsieur qui était peintre en lettres à l'époque, qui exerçait une profession déjà pour moi noble et qui avait des qualités personnelles et à la fois dans les échanges mais aussi dans la pratique de son métier bien évidemment, qui me permettait un petit peu d'un seul coup de me dire tiens, des personnages comme ça existe. Donc vous imaginez bien en tant que profane ce que ça peut faire.
Et je me suis aventurée à pouvoir dialoguer avec lui, parler, échanger et comprendre. À un moment donné, il a manifesté cette idée qu'il était franc-maçon et il m'a présenté la franc-maçonnerie. Et les choses ont commencé comme ça, tout simplement. Et vous n'êtes pas allé dans sa même loge puisque vous êtes à la Grande Féminine de France et a priori, il n'y était pas. Voilà qui est intéressant, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de notion à ce moment-là de recrutement de sa part, c'était évident, mais plutôt une notion de transmission, plutôt une notion d'expérience qu'il avait envie aussi d'expliquer et de démontrer un petit peu, à la fois dans sa pratique du coup professionnelle pour lui, mais surtout personnelle aussi. Et effectivement, il m'a à ce moment-là bien configurer l'espace maçonnique de l'époque où il y avait effectivement le choix entre la maçonnerie féminine, la maçonnerie mixte et la maçonnerie masculine. Et il a été très clair à ce moment-là et a bien présenté aussi les enjeux que ça pouvait représenter en même temps que ce que j'appellerais un petit peu l'orientation des obédiences à ce moment-là. Est-ce que vous aviez, avant de rencontrer ce monsieur, est-ce que vous aviez une idée de ce qu'était la franc-maçonnerie? Est-ce que vous aviez peut-être des préjugés aussi sur la franc-maçonnerie? Oui, j'avais un petit peu une idée, mais sans plus. En fait, j'ai fait une formation de psychologue. Et dans le cadre de cette formation-là, je me suis toujours intéressée, évidemment, à ce qu'on pourrait appeler la problématique de qui on est, d'où on vient, ce qu'on devient, etc. Donc, j'étais vraiment sur quelque chose où l'exercice d'un tracé personnel m'intéressait. Et j'avais peut-être un a priori, c'était celui de penser que c'était une élite, que c'était quelque chose qui ne m'était peut-être pas spécialement réservé, à double titre, à la fois sur le côté intellectuel de la chose et en même temps sur le côté très masculin que représentait à l'époque la franc-maçonnerie. Donc vous voyez, il y avait plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs représentations, pas nécessairement négatives, mais plutôt des représentations de méfiance pour moi, en tous les cas, que je pourrais qualifier ainsi maintenant. D'accord. Dominique, qu'est-ce que vous diriez à un candidat ou une candidate, puisque vous êtes dans une obédience mixte, que vous rencontrez ici dans ces couloirs et qui vous dirait « je suis intéressé, mais je ne sais pas trop comment faire et qu'est-ce que je dois faire finalement? Est-ce que c'est bien pour moi la franc-maçonnerie ?» Oui, moi je dirais il faut venir dans les salons maçonniques, poser des questions et surtout ne pas avoir peur de nous poser des questions, toutes sortes de questions, parce que nous sommes des citoyens comme tout le monde. Nous fonctionnons en association loi 1901, donc c'est parfaitement clair. 1, 2. Donc c'est parfaitement clair. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, même embarrassantes, parce que nous sommes là pour vous répondre. Jean, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que vous diriez? On a prévu de se vous voyez, parce que dans la vie réelle, on se tutoie, mais quand on est sur scène, on se vous voit. Jean, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, par exemple une femme, tenez, qui vient vous voir et qui vous dit « moi j'aimerais bien rentrer en franc-maçonnerie, est-ce que je pourrais rentrer dans votre loge ?» Alors déjà, je lui demande... non, je suis dans une obédience masculine. Un piège. Mais au-delà de ça, bien sûr, je serais content qu'elle pose la question. Et avant de lui répondre, je lui demanderai ce qu'est pour elle la maçonnerie, ce qu'elle projette, pour justement peut-être éviter les confusions, les préjugés aussi. Il y en a tellement qui traînent sur la maçonnerie. Et puis, dans cette discussion, eh bien, on apprendra à mieux connaître le sujet. Et à ce moment-là, je pourrai l'orienter. Parce que le paysage maçonnique français, il est pluriel. Hein. Il y a des obédiences qui sont plus sociétales, d'autres qui sont plus spirituelles, traditionnelles. Donc, essayer de comprendre son appétence. Mais ça, justement, je pense que ce dialogue est absolument nécessaire pour avoir une bonne orientation. Et puis comprendre aussi, en passant un message, que la maçonnerie, c'est l'aventure d'une vie. Donc, c'est quelque chose à faire au long cours. C'est pas un stage ou de développement personnel ou quelque chose qui va être livresque. C'est la découverte d'un univers très très riche et j'essaierai de lui communiquer mon enthousiasme pour cet univers. C'est déjà bien parti, Jean. Vincent, aujourd'hui, on rencontre quelquefois
on va dire des plus jeunes que nous, même si vous êtes quand même beaucoup plus jeunes que nous, on rencontre des plus jeunes qui nous disent, voilà, moi j'ai 30, 35 ans, je commence ma vie professionnelle, j'ai 2 petits-enfants, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps à consacrer à la maçonnerie, on me dit qu'il faut assister à 2 tenues par mois, ça va être dur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ça? Parce que je sais que vous avez vécu ça, vous, il y a 16 ans. Je ne sais pas s'il marche. Ça marche. Il marche, c'est bon, on m'entend. Alors effectivement, moi j'ai été initié à 30 ans, je venais juste d'avoir 30 ans, et donc j'étais au tout début de ma vie. J'étais déjà entrepreneur à l'époque, donc avec un emploi du temps qui n'est pas toujours évident à gérer quand on est entrepreneur, même si on le gère soi-même. Et j'ai envie de dire, le grand bénéfice de la maçonnerie, c'est qu'elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas dans le temps. J'ai mis dans mon agenda il y a 30 ans mes 2 rendez-vous par mois en répétition infinie jusqu'à la mort. Et ils sont toujours là, au même endroit. Et tous les mois, je sais que le 2e jeudi, le 4e samedi, je suis pris et je ne vais faire rien d'autre que ça. J'ai organisé mon emploi du temps professionnel. J'essaye d'organiser mon emploi du temps personnel. Mon emploi du temps personnel passant avant mon emploi du temps maçonnique, bien sûr. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte de rendre un peu immobible et inamovible ces 2 rendez-vous. Ça se fait, ça peut tout à fait se faire. J'ai pour ma part une femme qui a un poste à responsabilité, donc qui travaille aussi beaucoup, et ça ne nous a jamais empêché de faire nos carrières, de gérer notre famille et de suivre, pour moi, mon parcours maçonnique et pour elle, d'autres activités. Donc le premier point, c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui peut s'accorder dans la vie de tous les jours. La deuxième chose que je lui dirais, c'est qu'il faut en avoir envie. Il faut en avoir envie parce que si on en a envie, on sait faire de l'espace dans son emploi du temps. À partir du moment où l'envie est là, on trouve les moyens. Et j'ai plein d'exemples dans les frères et sœurs qui sont dans ma loge, de gens qui ont des postes à responsabilité, qui ont des emplois du temps très remplis, même des choses avec des choses politiques, par exemple, des emplois du temps qui peuvent être très chargés, et où, quand les gens ont décidé que c'était leur priorité, ils arrivaient à l'intégrer dans leur agenda. C'est une question de choix avant tout. Et je pense que la maçonnerie, elle nous aide à faire des choix, à être acteurs de ces choix. Et quelles étaient vos attentes, justement, avant de rentrer en maçonnerie? Qu'est-ce que vous espériez y trouver? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? Alors déjà, il faut savoir que j'ai un parcours particulier parce que je n'ai pas été coopté. Je fais partie de ces quelques personnes qui arrivent en candidature spontanée. C'est-à-dire que je me suis intéressé à la maçonnerie ne connaissant pas de franc-maçon. J'ai dû un peu explorer. Alors comment je l'ai découverte? Je l'ai découverte, alors vous allez dire, c'est un peu bizarre, mais je l'ai découverte grâce à Dan Brown et à ses livres. Donc c'est une franc-maçonnerie très fantasmée au départ, mais ça m'a laisser entrevoir des éléments intéressants pour moi. Et ensuite, j'ai parcouru tous les sites de toutes les obédiences, parce que j'étais très porté sur le numérique. Et il se trouve qu'un soir, après avoir beaucoup lu, il était 1h30 du matin, je le sais exactement, parce que j'ai retrouvé le mail de candidature récemment. J'ai écrit ma lettre de candidature au Grand Orient de France pour devenir franc-maçon. Et ensuite, j'ai eu tout ce parcours. Mais en fait, ce qui m'a amené là, c'est avant tout l'envie et le besoin d'aller chercher quelque chose qui me manquait dans la vie professionnelle, d'être, entre guillemets, en friction, en échange, en capacité d'avoir du répondant face à mes propres avis, face à mes propres envies, et avoir des gens qui m'amènent un contrepoint que je n'avais pas, parce que dans la vie, on est quand même très souvent en contact avec des gens qui sont d'accord avec nous, plus qu'avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et donc, j'avais besoin d'avoir ce répondant de personnes qui, franchement, me disent « Vincent, tu as tort. Vincent, je ne suis pas d'accord avec toi. » Et j'avais l'envie de pouvoir le dire sans avoir besoin de rentrer en conflit avec ces gens-là. Et c'est ce que j'ai cru percevoir au travers de ce que j'ai lu dans la maçonnerie. C'est effectivement un point qui est souvent partagé par les maçons, c'est-à-dire le fait d'avoir un espace de liberté de parole. On dit souvent que rien ne sort de la loge, on peut dire tout et son contraire, et heureusement, c'est parce qu'il y a des contraires et des antagonismes qu'on peut avancer et se forger finalement une opinion sur tel et tel sujet. Il y a un point aussi que je voulais évoquer, peut-être avec toi Jean, c'est pour moi la franc-maçonnerie, c'est comme si on mettait à un moment donné sa vie entre parenthèses. On est tous confrontés à un monde
bouleversant, de plus en plus rapide. Si vous naviguez sur les réseaux sociaux, si vous êtes auprès de l'information, tout ça est très déconcertant, très déstabilisant. Et puis on se retrouve en loge. On a ce qu'on appelle un rituel d'ouverture de la loge, c'est-à-dire un protocole d'ouverture qui fait que on va se mettre dans une certaine condition d'esprit. Alors, il n'y a rien de magique dans tout ça, hein, c'est parfaitement écrit. D'ailleurs, on peut les trouver absolument dans toute la littérature. On se retrouve dans cet univers protégé du monde par une porte. Il y a même un gardien avec une épée dans certaines obédiences, pour vous dire. Hein. Je ne sais pas s'il serait capable d'en tuer beaucoup, mais en tout cas, symboliquement, il est là. Il représente beaucoup. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Jean, cette espèce de bulle de liberté de parole et cette bulle dans laquelle on est protégé finalement du monde, mais en même temps, on en sort. Oui, et on en a besoin justement de cette oasis. Bulle, oasis, en tout cas, un pas de côté. Peut-être, c'est la fameuse lettre de Saint-Exupéry. Avant sa mort, il a écrit une lettre magnifique. Vous la trouverez sur Internet si vous la connaissez pas. C'est la lettre au général X. Et il dit, on peut pas vivre de frigidaire, de mots croisés. On a besoin d'autre chose. Et le fait donc au-delà de nos activités professionnelles, de l'écume des jours, d'avoir cet endroit où on va se retrouver avec d'autres pour évoquer des sujets qui font le sens de la vie, qui sont les vraies questions. Et ça me paraît très important d'avoir ces temps d'oasis, ces temps de réflexion en commun. Et voilà ce que dans un premier temps, ce que je dirais, pour en garder un peu pour la suite. Oui, bien sûr. Dominique, une bulle, un oasis. Oui, ça fait... Mais en même temps, pas trop de tranquillité. Un oasis, oui, mais une parenthèse aussi, et puis peut-être un sas de décompression. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le cadre, évidemment, que nous avons avec le rituel, parce que, ne serait-ce que pour la prise de parole, par exemple, c'est le contraire exact des débats télévisés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon de faire circuler la parole, et ça me plaît beaucoup. Et puis, bien sûr, je pense tout de suite à la devise liberté, égalité, fraternité, parce que nous avons des valeurs républicaines, nous partageons tous des valeurs républicaines, même si toutes nos obédiences ont des spécificités différentes, mais nous nous réunissons sur l'essentiel. Et ça, cet espace, vraiment hors des préoccupations journalières et hors des soucis, hors de tout ça, ça nous aide à accorder nos paroles avec nos actes et à progresser. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la notion de rite et de rituel qui souvent font peur un peu aux gens. On se dit c'est étrange, pourquoi avoir besoin d'un rite et d'un rituel et des rituels pour faire finalement circuler la parole. On pourrait le faire comme on le fait dans les entreprises ou dans les débats publics. Mais Jean, vous vouliez prendre la parole peut-être suite à... C'était sur l'éclairage républicain que donnait Dominique. Moi, il se trouve que je suis dans une obédience où on est relié à l'universel et on a des frères qui sont dans des royautés, des démocraties, mais qui n'ont pas un attache. Là, c'est un éclairage très, très français, hein, qui tient à l'histoire de la maçonnerie française et à une certaine maçonnerie française. Mais après... Dans le monde, on peut être dans une démocratie et une monarchie et être un bon franc-maçon. Bien sûr. On a pensé que la maçonnerie serait attachée à un idéal républicain. C'est plus difficile dans une dictature, par exemple, d'être franc-maçon. Dans une dictature, généralement, c'est impossible. Hein, je crois que... Ça, c'est une autre affaire. Je parlais surtout des valeurs, tu vois. Pardon, vous voyez. et donc, c'est ça, c'est le côté universel aussi. Il y a un côté toujours axiologique, oui. Voilà. Mais au-delà on ne se réfère pas, par exemple, mais les valeurs morales. Trois valeurs, on va plutôt, nous, avoir comme référence les valeurs cardinales. Hein, bon, c'est peut-être justement là aussi les nuances qu'il va y avoir entre chaque grande loge, d'où la nécessité pour quelqu'un qui voudrait nous rejoindre de comprendre un peu quelle est la couleur de chaque école, je dirais. Absolument. Et Evelyne, par exemple, sur cette notion de... J'aime bien la notion de bulle, on a parlé d'oasis. Oui, qu'est-ce que ça nous apporte finalement tous les jours d'aller s'habiller? Alors, il faut se laver, il faut s'habiller, il faut prendre la voiture. On va se laver un peu quand même, mais il faut aller en loge
quelquefois, on n'a pas envie d'y aller, c'est clair. Oui, Quelquefois, on ça n'a pas peut- envie d'y aller, on y va. Qu'est-ce que ça nous apporte? Il faut parler Oui, oui. vraiment très près du micro. Justement, je me disais, en entendant les réponses, je pense que l'espace en question, il faut qu'on le traduise vraiment avec le terme initial qui est le temple. C'est vraiment être dans le temple. Et on a une double dimension à ce moment-là, qui est celui du temple où un collectif se réunit, c'est important, où la parole circule, où les gestes, où les mots, où les différentes phases progressives d'entrée dans le travail, parce que nous faisons un travail au sein de ce temple, se construisent collectivement, mais aussi individuellement. Et j'irai jusqu'au bout de la logique du temple, avec ces deux dimensions que j'annonçais, ce temple collectif, mais aussi ce temple intérieur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une double dimension à chaque fois dans la présence, au sein de là où nous sommes ensemble, effectivement, et c'est important de le dire et de le rappeler, unis par des valeurs qui sont d'abord des valeurs de fraternité, je pense que ça, il faut quand même le dire, avec un projet commun qui est celui de rendre l'humanité meilleure. Hein, Vaste c'est beau, projet, quand on le dit comme ça, c'est très beau, vaste projet, mais n'empêche que ça tient, et ça tient à partir du moment où, puisque nous sommes dans une république, on a aussi ça, c'est-à-dire ce respect des lois républicaines et d'être dans une logique où on avance d'un point de vue initiatique, et ça je crois que c'est peut-être important de le rappeler, c'est-à-dire que l'idée du temple, c'est d'abord l'idée du seuil. Il y a un seuil qu'on passe à ce moment-là, et à partir du moment que ce seuil, on l'a passé, on est dans une notion de pratique d'initiation qui est très simple, hein, c'est pas seulement du folklore, mais à l'origine, l'initiation était aussi un folklore, Von Genep pourrait en parler, mais on est aussi dans une logique d'initiation personnelle, mais dans l'accueil d'un groupe, et ça c'est important, parce que la question qui se pose vraiment, quand on demande à rentrer, c'est le profil de celui qui demande, ou de celle qui demande, mais aussi sa capacité à être reçu. Et je crois que ça c'est important dans les choses à clarifier sur la connaissance qu'on peut avoir de l'obédience dans laquelle on demande à être reçu. Il faut aussi qu'en face, il y ait cet échange préparatoire à la situation pour bien mettre en coordination cette affaire-là. Est-ce que nous sommes bien dans un espace où on va se reconnaître et dans un espace où il n'y a pas de malentendu? Il faut lever les malentendus au départ. Donc ça, je rejoins tout à fait les propos qui ont été donnés à ce moment-là. Et pour répondre à la question, cette idée d'être à l'intérieur de ce temple et d'y travailler ensemble et d'y revenir, c'est l'idée tout simplement d'un continuum, d'une progression, d'une envie, et le mot envie me convient fortement, et d'une disponibilité qu'on se donne pour avancer, mais avancer pas seulement pour soi, avancer ensemble. Et c'est une mécanique qui est à la fois lourde, qui est imprégnée à la fois de tradition, et selon les rites qu'on exerce, je pense que je laisserai, hein, il y aura certainement des propos pour clarifier ça, et en même temps d'être dans une situation de modernité. Nous sommes aussi dans un présent qu'il faut intégrer dans la présence justement que nous sommes ensemble, et qui mérite une attention particulière, parce que ce n'est pas parce qu'on est séparés à un moment donné, dans une situation d'ailleurs qui est forte, mais qui est provisoire, qui ne dure pas. On va en sortir de cette situation-là, et qui va nous ramener justement dans la vraie vie. Nous, on dit dans la vie profane. Bon, allez, on est d'accord. Mais la vraie vie, elle est où? Elle est exactement là où nous sommes en tant que citoyens, en tant qu'éléments de cette République. Hein. Donc là, c'est important de le repositionner, mais aussi dans une famille, mais aussi avec des amis, mais aussi avec tout un cercle de relations qu'il ne faut surtout pas négliger et maintenir. Et c'est notre espace à ce moment-là qui progresse. Et l'envie d'y rester, de revenir, s'inscrit peut-être, hein, ça marche en tous les cas pour moi, je le dis, dans cette idée où je ne viens pas parce que je suis conditionnée, je viens parce que j'ai compris que ce n'était pas un conditionnement, mais une réalité d'outils qui nous permet d'avancer. Est-ce que, quand on rentre en maçonnerie, on pose souvent la question aux profanes, est-ce que vous êtes prêt à travailler sur vous-même pour vous perfectionner? Alors le mot perfectionner, c'est un peu
beaucoup de sens. On peut mettre derrière beaucoup de choses derrière ça. D'ailleurs, on ne va pas lui dire exactement ce que ça correspond. C'est à lui ou à elle de trouver exactement la réponse. Quand vous êtes rentré dans votre loge, Vincent, est-ce que vous avez posé ce genre de questions? Est-ce que vous êtes posé la question cette notion de perfectionnement qui peut être un peu curieuse quand même finalement? On n'a pas souvent l'habitude dans le monde ordinaire de parler aux gens. Est-ce que tu es prêt à te perfectionner? Alors oui, forcément, la question est posée au moment où on rentre. Elle est posée d'ailleurs souvent à un moment très particulier qui est assez connu, j'ai envie de dire, dans la littérature, qui est le moment où on vient passer sous le bandeau. Parce que c'est le moment où on rencontre pour la première fois, même si on ne les voit pas, ses frères et sœurs. Et je dois bien avouer que, n'étant pas spécialement quelqu'un ni de littéraire, ni de lettré, je suis plutôt un scientifique à la base dans ma formation, je me suis retrouvé dans un environnement où on m'a posé des questions, où je crois que j'ai passé à peu près la totalité de mon bandeau à dire « je ne sais pas quoi répondre, je n'ai pas d'avis sur le sujet ». En me disant, si vraiment je dois répondre à des questions aussi compliquées demain, ça va être un vrai défi intellectuel pour moi, parce qu'il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas sûr d'être en capacité d'avoir une réponse. Mais, parce que je suis peut-être sensible au challenge et à la compétition, je me suis dit, c'est intéressant aussi de me dire que ça va m'apporter ces visions, ces questions, ces interrogations que je ne me posais pas jusque-là. Et je venais aussi chercher ça, hein, des gens qui m'amènent sur un territoire qui était le territoire que je n'avais pas au quotidien. Donc dans les faits, on pourrait penser qu'effectivement, il y a une injonction à être meilleur, il y a une injonction à s'améliorer, mais en fait, cette injonction, elle vient d'abord de nous, elle vient d'abord de la volonté qu'on a d'aller vers la maçonnerie et de se confronter à des avis différents, de se confronter à des questions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, et de vouloir essayer de travailler avec d'autres à répondre à ces questions, à répondre à ces problématiques qui nous sont posées dans la vie. Donc, le vrai sujet, c'est pas est-ce qu'on nous impose de le faire, c'est est-ce qu'on a envie de s'imposer de le faire. Et je pense que la curiosité qui nous amène en franc-maçonnerie, c'est avant tout ça, c'est la curiosité de se dire est-ce que je vais pouvoir voir le monde différemment, est-ce que je vais pouvoir le penser différemment, est-ce que je vais pouvoir le comprendre différemment. Si par exemple, je vais voir Dominique et je lui dis, moi je suis croyant, je crois en Dieu, je suis catholique pratiquant, je vais à la messe tous les dimanches, je vais à la confession, est-ce que le droit humain est fait pour moi? Enfin, est-ce que la maçonnerie est fait pour moi, évidemment? Et au contraire, si je dis, moi je suis athée, il n'y a pas de Dieu, j'y crois pas, je crois que simplement la volonté des hommes et le courage des hommes et de l'humanité, etc. Est-ce que la maçonnerie est faite pour moi ou est-ce que ces questions-là n'ont absolument aucune importance? Je ne pense pas que ça n'ait aucune importance. C'est à ce moment-là que justement on peut choisir, parce que comme on disait tout au début, il y a une grande variété d'obédience. Donc à ce moment-là, il faut donner des explications, des informations justement, pour que la personne choisisse ce qui. Est-ce qu'il faut choisir une obédience qui pense comme moi ou une obédience au contraire qui ne pensera pas comme moi pour venir faire le frottement justement dont parlait Non, c'est pas une histoire de penser comme toi, comme vous. C'est une histoire de choix. Il faut être bien quand même dans son obédience. Certaines femmes préfèrent travailler entre femmes, et ça c'est leur droit. C'est justement, il faut qu'elles soient à l'aise. Donc c'est le cas. D'autres obédiences qui sont masculines, donc les hommes préfèrent travailler entre eux. Et puis il y a la mixité. La mixité, nous, le droit humain était mixte dès sa fondation, donc on n'a pas réfléchi là-dessus, c'est dans l'ADN. Mais la mixité, ça s'apprivoise, enfin, ça ne s'impose pas, surtout. Si on essaie d'imposer la mixité, ça ne fonctionne pas. Il y a un rejet. Donc c'est pour ça qu'il faut justement poser des questions, ne pas hésiter et choisir en fonction de ses choix. Et puis je rajouterai aussi que c'est un engagement, la maçonnerie aussi. Hein. C'est un engagement, on prête serment. C'est un engagement et ça ne veut pas dire que justement ce soit une secte comme on entend quelquefois. Hein. C'est un engagement libre et pour de bonnes raisons. Et aussi, le principal travail, c'est qu'on travaille sur nous-mêmes. Le travail sur soi, c'est la base. Et avant de poser la même question à Jean, je rappelle quand même que on dit toujours, c'est un peu bateau de dire que la franc-maçonnerie n'est pas une secte parce que c'est difficile d'y rentrer et c'est facile d'en sortir. A contrario, une secte, c'est plutôt facile d'y rentrer et c'est difficile d'en sortir. Bon, c'est un peu cliché, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité. C'est une bonne formule. Donc je rappelle qu'on peut quitter la franc-maçonnerie pour
On ne vous demandera pas de raison. Peut-être que des frères et des sœurs viendront vous voir pour dire « je ne comprends pas pourquoi tu pars, on t'aime bien, tu nous aimais bien, ça se passait bien, qu'est-ce qui se passe ?» Mais peu importe, vous pouvez quitter la franc-maçonnerie du jour au lendemain, simplement en faisant un courrier au président ou à la présidente de l'atelier que vous fréquentez, et ça se passe très bien. Jean, pour la question sur la croyance ou pas la croyance, est-ce que ça peut poser question dans les loges ? Oui, il y a des grandes loges qui sont dans une réponse qui renvoie à l'intimité de chacun la réponse. Il y a d'autres grandes loges, dont celle à laquelle j'appartiens, qui pensent que l'approfondissement de la réflexion fraternelle, de cette réflexion collective sur les sujets essentiels ne peut se faire que par rapport à un absolu que nous appelons le grand architecte de l'univers, parce que tout au long de ce parcours maçonnique, on va utiliser un langage symbolique. À la différence des concepts qui enferment, on utilise toujours ce langage symbolique parce que il est plus grand que les mots des définitions. Donc, on dit oui, notre vie aujourd'hui, pour nous qui allons rentrer dans ce parcours, par exemple à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, suppose qu'il y ait une référence au divin. Ça ne veut pas dire, vous avez dit tout à l'heure, être avec des gens qui pensent comme vous. Non, ça ne veut pas dire que les gens pensent comme moi, parce que chacun, dans notre secret, on a une approche du divin qui peut être très très différente les uns des autres. Et heureusement, parce qu'on n'a pas du tout une approche dogmatique. C'est justement l'intérêt de ce langage symbolique. Mais là, dans ce parcours qui est proposé, dans cette approche initiatique, traditionnelle, nous on revendique d'avoir un ballon pour jouer au football, en clair. C'est très important, et donc d'avoir cette référence au divin, avec là aussi, ce qui est intéressant, c'est de respecter le frère avec qui on va travailler. Cette notion de travail, vous l'avez utilisée, vous avez employé ce mot les uns et les autres, c'est une notion d'approfondissement. Et l'approfondissement, il ne va pas sans le questionnement, il ne va pas sans le doute sur le fait de frotter ce qu'on appelle la pierre, hein, de réfléchir et surtout de ne pas rester à la surface. Typiquement, voilà, la question de Dieu, ça peut être une question, ah bah j'y crois pas, comme si c'était une opinion. C'est pas une opinion. Mais en revanche, l'important de toute façon, c'est d'approfondir, de travailler, de réfléchir, de se questionner, avant même de répondre, de trouver les bonnes questions, et les questions sur les questions essentielles de la vie, du sens de la vie, de la mort, du prochain. Voilà, c'est tout cela. Et donc, dans la grande loge dans laquelle je suis, dans l'obédience, on s'inscrit dans ce parcours. Alors, il est dit dans les textes anciens, je pense à 1732, qu'on ne parle pas ni de religion ni de politique en loge. Alors les questions qu'on nous pose souvent, c'est finalement vous parlez de quoi ? Alors, on peut comprendre, on ne parle pas de religion et de politique, on imagine bien qu'en 1732, tout de suite on était très vite à tirer l'épée et aller tuer la personne qui n'était pas de la même religion ou qui n'était pas du même avis politique. C'est intéressant là en l'occurrence, c'est qu'effectivement je me fiche de savoir quelle est la confession de celui qui est assis à côté de moi, de savoir s'il est juif, pratiquant, s'il est musulman, pratiquant ou non, catholique, protestant, etc. En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une réflexion sur l'essentiel et qu'on s'écoute. Et c'est cela, effectivement, l'intuition de nos frères du XVIIIe siècle, quand ils disaient on ne parle pas de religion, c'est-à-dire qu'on rassemblait des gens qui avaient des confessions différentes au sortir de guerres terribles, et de la même façon qu'on ne parle pas de son appartenance partisane, hein, et même dans les obédiences qui sont engagées sur le champ social, on s'écoute, on se respecte. Et c'est là aussi peut-être la formidable utopie maçonnique, cette utopie fraternelle, mais qui suppose, comme le disait notre sœur, des méthodes d'écoute, de dialogue. Et ça, c'est très enrichissant et c'est certainement la grande particularité de cette pédagogie, de cette méthode maçonnique. Evelyne, oui. Je veux bien répondre sur la question, alors qu'est-ce que vous faites du coup ? Alors, de quoi on parle ?
puisqu'on parle. Absolument. Alors, je pense qu'il faut reprendre en considération la notion où nous avons au moins 3 espaces sur lesquels nous travaillons, qui est, alors on va le dire un gros mot, la philosophie, c'est-à-dire que nous avons effectivement des questions philosophiques. On est sous le format questionnement. Et si je peux vous interrompre, on n'est pas philosophe. Tout à fait. On pourrait aller dans une école de philosophie, faire des études de philo, ou lire des bouquins de philo. Moi, j'ai fait des émissions de radio avec des philosophes maçons qui m'ont dit, mais les maçons, ils racontent n'importe quoi en philosophie, ils y connaissent rien du tout. Mais c'est pas grave, hein, on prend ce qu'on... Donc, je précise bien, question de nature philosophique, qu'on soit au clair. C'est pour ça que je disais le gros mot philosophie. Amour de la sagesse. Oui, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est vraiment les questions philosophiques qui nous amènent à nous positionner sur le plan de la morale, de l'éthique, et sur le plan aussi de l'agir, de notre agir à nous, où on est à chaque fois questionné, et je le reformule, individuellement et collectivement à ce moment-là. Donc nous avons cette nature de questions sur lesquelles nous travaillons. D'ailleurs, je rappelle au passage que le travail que nous présentons personnellement à ce moment-là et devant le collectif que représente la loge s'appelle une planche. Donc nous planchons. Nous avons aussi des sujets symboliques. Alors là, on rentre dans le fameux espace dont notre frère vient de parler, qui est l'espace où nous utilisons un langage symbolique, mais pas seulement un langage symbolique, un rituel avec à l'intérieur des iconographies, un décor, des décors sur soi-même. On en voit beaucoup exposés ici, il y a le soleil, la lune, les colonnes, etc. Tout à fait, qui nous ramènent cette fois-ci à des dimensions où chaque symbole nous parle et nous souhaitons l'interpréter, y trouver ou y chercher, parce qu'on ne trouve peut-être pas toujours, mais au moins y chercher un peu cette notion-là de réponse à apporter. Tiens, écoutez, je porte sur moi actuellement, pour être simple, ce qu'on appellerait, nous, en franc-maçonnerie, un pavé mosaïque, ce qui est tout simplement un carré rempli de petits carrés blancs et de petits carrés noirs. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, et sans dévoiler quoi que ce soit, on est simplement là dans une logique où on se rend compte que dans cet espace-là, il y a à gérer en même temps cette tension entre le noir qui existe, le blanc qui existe, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça d'un point de vue purement symbolique, c'est-à-dire intrinsèque aux couleurs ou ce que représentent à ce moment-là les couleurs, ou tout simplement dans sa propre vie, comment j'arrive entre le négatif, le positif, entre le féminin, le masculin, entre, allez, on va le dire, la lumière et les ténèbres, comment je travaille moi et comment je me situe dans cette mise en tension. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de choix à faire plus vers le noir que vers le blanc, et ça c'est un gros travail, parce qu'on aurait tendance à penser que le noir ne nous intéresse pas trop si c'est le mal par rapport au blanc, et qu'on a ce travail-là à faire à chaque fois, à repositionner et en harmonie, à chercher une solution qui prend en compte tout ça. Et la troisième voie que je voulais dire, c'est la voie sociétale. On a aussi ce positionnement où on réfléchit sur ces questions de nature éthique certainement, sur ce qui se passe aussi dans la société et comment nous, en tant qu'organisation institutionnelle quelque part, on se situe dans cet espace-là. Un exemple, grosse question et grosse interrogation en ce moment-là, en ce moment précis, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je donne ça comme exemple, mais il y en a plein d'autres. La laïcité fait partie aussi de ces questionnements-là. Parce que, tout à l'heure, la question était posée sur la croyance ou la non-croyance, il est important qu'on puisse accepter en maçonnerie toute nature de positionnement pour permettre à l'intérieur de la franc-maçonnerie d'y réfléchir, d'y avancer et de trouver sa voie avec cette idée où il existe au départ une origine. Et l'origine des origines nous interpelle, nous interroge. Voilà, c'était plus ça ma dimension par rapport au grand architecte de l'univers, parce que le grand architecte de l'univers a certainement travaillé, mais qui a créé le grand architecte de l'univers? C'est moi. Voilà, c'est ça. C'est vous. On est d'accord. Je vais peut-être dire un gros mot. J'ai parlé de mot de spiritualité. Le pavé mosaïque auquel vous faites référence, il est présent dans quasiment toutes les loges. Il est sur le sol.
Il représente finalement une façon binaire d'appréhender la matière et l'environnement qui est. Mais au-dessus, il y a une voûte étoilée. Dans beaucoup de loges, il y a une voûte étoilée. Et dans beaucoup de loges aussi, le temple, ce qu'on appelle le lieu où on se réunit, il n'a pas de plafond, il est ouvert. C'est-à-dire qu'on a une ouverture vers le haut, qui souvent, le haut, on lève les yeux au ciel, c'est l'approche divine peut-être, ou en tout cas, on va parler de spiritualiser, qui englobe finalement toutes les approches. Comment ça se passe chez vous, cette notion de spiritualité ? Alors, moi, je suis au Grand Orient de France, et donc très souvent, les gens assimilent le Grand Orient de France aux questions sociétales. Je sais. Sauf qu'on ne traite pas que de questions sociétales au Grand Orient de France, on traite de tout ce qui intéresse les frères et sœurs de la loge. En fait, j'ai envie de dire que ce soit la spiritualité, que ce soit la religion, au sens non pas d'affirmer sa conviction religieuse, mais de comprendre ce que la religion a pu amener à la société, ce qu'elle peut encore amener à la société, de comprendre ce que peut représenter le fait d'être militant ou pas, sans pour autant militer en loge, de comprendre ce que la politique veut dire, la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité, de comprendre tous ces sujets-là. En fait, à partir du moment où un sujet intéresse un frère ou une sœur de la loge, et qu'il souhaite le traiter de manière à faire progresser sa vision, la vision de ses frères et sœurs, et peut-être la vision plus largement collective de l'humanité, à ce moment-là, ce sujet a un intérêt pour nous. Et donc, la spiritualité en fait partie. Se poser la question de qu'est-ce qui existe au-delà de ce qu'on sait, qu'est-ce qui existe au-delà de ce qu'on peut toucher, de ce que l'on peut voir, ça peut avoir du sens pour certains d'entre nous. Et ça peut aussi n'avoir aucun sens pour d'autres. Et à ce titre-là, les deux visions sont tout à fait respectées et respectables. Donc on se doit de pouvoir appréhender tous les sujets qui peuvent intéresser les frères et sœurs présents au moment où on travaille. Avant de poser la même question à Dominique, on parlait d'intelligence artificielle. Je vous recommande de lire l'encyclique du pape sur l'intelligence artificielle. C'est absolument remarquable. Je pense que ce pape est franc-maçon. Non, je sais pas. Bon. La spiritualité, c'est quelque chose qu'évidemment que vous évoquez en loge. Vous travaillez dessus. Vous avez des. Je vois souvent des jeunes qui me disent moi les religions, j'aime pas parce qu'il y a de la morale. On me dit ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Je suis plus intéressé par exemple par la philosophie ou le bouddhisme, la démarche bouddhique du bouddhisme. Est-ce que c'est quelque chose qui peut parler aux francs-maçons ? Bien sûr, mais la spiritualité, ça n'est pas forcément la religion. Ça peut faire partie du chantier personnel, parce que, comme on l'a dit, on travaille sur un chantier personnel et sur un chantier collectif. Donc, la spiritualité, c'est une quête aussi. Alors, on a une quête initiatique, et puis ça, c'est quelque chose qu'on vit personnellement, je trouve. Mais de toute façon, tous les sujets, il n'y a pas de sujet dont on ne parle pas en loge. Et justement, avec respect, comme l'a dit Pierre, avec le respect des autres, des différences. C'est ça, c'est pour ça que je parlais de la devise républicaine, parce que c'est juste un exemple d'un cadre de travail. Il y a tout là, dans la devise républicaine. Il y a la liberté de penser, il y a l'égalité de droits et de devoirs, il y a la fraternité. La fraternité, vraiment, c'est le ciment qui nous unit. Justement, je voulais qu'on en parle de cette notion de fraternité qui est souvent mal perçue ou mal comprise. La fraternité, c'est pas de l'amitié, c'est pas du copinage. Alors, c'est quoi pour vous Moi, je ne saurais pas dire pour tout le monde, mais pour moi, c'est une forme d'affection fraternelle, vraiment. Si je vous dis demain, j'ai besoin de 100 000 balles, vous me les donnez ? Non, mais non, c'est pas dans ce terme-là, mais pour moi, c'est une famille, c'est-à-dire il y a la confiance. Il y a la recherche justement de l'exemplarité soi-même. Alors on n'y arrive jamais parce que de toute façon on n'est pas parfait. Et puis s'il suffisait d'être franc-maçon pour être parfait, voilà, tout le monde serait parfait, justement en essayant de l'être. Mais il y a un engagement, mais il y a un engagement collectif aussi. Il faut faire vivre la loge aussi. Ça c'est important. Si on est là, si on est assis au fond comme certains, on ne donnera pas les noms, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, ça n'amène rien. Si on s'écoute parler, ça n'amène rien non plus. Donc l'engagement est là aussi, c'est-à-dire il faut proposer, il faut apporter de la matière forcément. Mais dans ce cadre-là du rituel, on en parlera peut-être après, mais c'est quelque chose qui n'est pas
spontané. On peut pas dire n'importe quoi sur. Il faut vraiment. C'est pour ça que je parlais de ce travail sur soi, parce que c'est vraiment une école personnelle de s'en sortir. Et puis de toute façon, si on est franc-maçon, on doit essayer de s'entendre au moins avec sa famille, ses voisins, les collègues. C'est mieux. Sinon, c'est pas la peine de prétendre travailler pour le progrès de l'humanité. Il y a une logique là-dedans. Souvent, on entend des critiques, je vais m'adresser à Jean pour avoir une réponse, des critiques sur la franc-maçonnerie, c'est finalement de l'entre-soi, c'est de l'entraide, voire de l'affairisme. Il y a eu même une affaire criminelle il y a pas tellement longtemps qui a mis en avant, non pas la franc-maçonnerie, mais certains francs-maçons. Il faut être bien prudent. Évidemment, ce n'est pas la majorité des francs-maçons et des francs-maçonnes. En tout cas, je peux vous assurer que les gens qui sont autour de moi sont honnêtes. Je ne les connais pas beaucoup, mais je pense qu'ils sont honnêtes. Et la majorité des maçons et des maçonnes qu'on fréquente sont des gens honnêtes. Pour rentrer en maçonnerie, on vous demandera, par exemple, dans, je crois, la majorité des obédiences, un casier judiciaire. Ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose qui est écrit, vous serez refusé, mais en tout cas, l'obédience aura connaissance de ce délit et pourra donc en discuter avec vous. Et si jamais un franc-maçon ou une franc-maçonne est impliqué dans une affaire judiciaire, je pense qu'il y aura une justice maçonnique qui se mettra en place pour essayer de voir plus clair dans les choses, et il pourrait même être allé jusqu'à l'exclusion, c'est-à-dire la radiation de la loge. C'est important de le dire parce que souvent on imagine que finalement, quoi qu'on fasse dans la vie, on restera toujours franc-maçon. Eh bien non, si vous ne payez pas vos cotisations et si vous êtes un sale type ou une sale bonne femme, eh bien vous serez viré. Et si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas assidu Aussi. La première obligation qu'on a, c'est une double obligation, hein, c'est de payer sa cotisation comme à n'importe quelle association, mais surtout d'être assidu, c'est-à-dire de prendre l'engagement de ce travail, donc de cet approfondissement. Parce que si on vient là, c'est pour pas en rester à la surface des choses. C'est pas seulement pour être avec une bonne bande de copains, parce qu'il y a plein d'associations, on peut le faire, mais c'est pour s'interroger ensemble sur des choses essentielles et travailler ensemble. Sans érudition. Tout à l'heure, on a évoqué la philosophie. Il n'y a pas d'école philosophique existentielle, structuraliste, etc. C'est pas du tout ça. Quand on parle de la philosophie, c'est au sens des anciens. C'est l'amour de la sagesse, la recherche de la sagesse. Et c'est vrai que dans les mots de la maçonnerie, dans le symbolisme, on va retrouver ces grands mots qui peuvent peut-être nous sembler très, très vides, mais parce qu'on ne sait plus les remplir. Sagesse, beauté, amour, paix, tout un tas de mots qu'il va falloir approfondir, apprivoiser. Donc, fraternité, oui, c'est pas une fraternité de secte et un entre-soi. Hein. Déjà, justement, dans cette magnifique utopie qu'on a, c'est de penser que le frère, et quand je dis le frère, c'est celui que je croise dans le métro, qui est pas affilié dans aucune obédience, que mon semblable est sacré. C'est ça peut-être. Ce que nous avons en commun, et qu'on soit spirituel beaucoup, spirituel peu, c'est qu'on sait que l'autre est sacré, qu'il a une dignité. Et c'est cette utopie que nous partageons. Et à partir de ce moment-là, tout cela nous engage. Peut-être, tout à l'heure, il y avait la question sur la spiritualité. Ce matin, en venant dans le train, je relisais des choses et je les recopiais parce que ça me semble magnifique. Et c'est un ami et maître d'Edgar Morin et Georges Friedman, qui est un sociologue. Et Georges Friedman a écrit ces choses magnifiques que je voudrais partager avec vous dans un bouquin qui s'appelle « La puissance et la sagesse ». Et Friedman écrivait « Prendre son vol chaque jour, au moins un moment pour peut-être bref, pourvu qu'il soit intense. Chaque jour, disait-il, un exercice spirituel. Sortir de la durée. S'efforcer de dépouiller ses propres passions, les vanités et le prurit du bruit. Fuir la médisance, dépouiller la pitié et la haine, aimer les hommes libres, s'étonner en se dépassant. » Et j'ai trouvé que cette définition de Friedman, finalement, elle résume pas mal de choses qu'on a évoquées. C'est pour ça que je voulais vous la partager. Merci Jean pour ce partage.
Avant de donner la parole à la salle, je vais proposer à nos intervenants de dire quelques mots en forme de, peut-être pas de conclusion, une conclusion ouverte sur, on a évoqué beaucoup de sujets, on en a oublié certains, certainement. Evelyne, par exemple, en quelques mots, en t'adressant à la salle, qu'est-ce que, sur le thème de comment et pourquoi, finalement? Moi, je pense que c'est difficile de demander son admission dans une organisation dont on ignore finalement très exactement comment elle fonctionne, puisqu'il y a le secret maçonnique, qui lui-même appartient à cette dimension initiatique, et qu'on ignore aussi une partie de sa finalité, puisque la construction pourra se faire aussi au fur et à mesure de son appartenance dans cette obédience. Donc il y a des tas j'ai envie de dire, d'inconnus qui, à un moment donné, demandent à être surmontés, et qui demandent à être clarifiés en tous les cas. Il y a des points qui demandent vraiment à être clarifiés. Donc je pense que la première difficulté, elle est là, et que c'est d'abord et avant tout, même si la demande se formule à partir, vous savez, d'une connexion. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le formulaire à remplir. Le formulaire à remplir. Qui d'ailleurs, juste pour préciser, qui vous permettrait pas directement de rentrer dans une loge, mais vous mettra en contact avec un franc-maçon. C'est pour ça que je tenais à bien préciser les choses. C'est-à-dire qu'une fois que cette demande est enclenchée, que ce soit par l'intermédiaire d'une sœur ou d'un frère présentateur, ou que ce soit sur un clic, il y a toute une démarche préparatoire que je qualifierais de pré-initiatique, qui nous met en fait dans une situation du plus haut niveau de connaissance qu'on peut donner à ce moment-là dans cet échange. Donc il y a à la fois une confiance à avoir dans les deux sens, et ça ne peut se faire que par ce contact humain qui va se faire d'abord dans un premier temps par la présidente ou le président de la loge, ensuite un complément qui va s'ajouter, et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, où il y a 3 rencontres, on appelle ça enquête, et moi j'appelle ça souvent plus loin, quête de la personne. Je trouve que c'est très important de pouvoir le signifier ainsi, qu'il y a un véritable moment de rencontre qui permet de positionner les bases, et d'être non pas dans un contrat, mais d'être dans quelque chose qui permet après, plus tard, de pouvoir construire ce contrat qui va se faire une fois que tout sera enclenché. Ça veut dire qu'il y a des conditions, effectivement, qui ont été rappelées, mais conditions de disponibilité, oui, conditions d'envie et conditions d'intérêt. Hein, il y a des choses comme ça, j'ai envie de dire un triptyque comme ça là, qui se met en place et qui doit se réguler au moment de ces 3 enquêtes. Et puis après, il y a une série de procédures, et là ça devient intéressant, parce que chaque procédure porte en elle-même le sens même du travail que l'on exerce en loge. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un moment, des moments précis, très progressifs, qui nous permettent d'avancer, individuellement certes, mais accompagnés. Et il me semble que cette notion, allez, je vais le dire comme ça, d'être prêt et préparé, est vraiment indispensable par rapport à tout profane qui veut faire une demande. Voilà ce que je voudrais dire. Avec souvent des notions de temps qui sont assez incroyables. Oui, parce que c'est du temps long à ce moment-là. On est habitué, moi j'ai rencontré souvent des jeunes qui, alors je vais être un peu rapide dans ce que je vais dire, ils imaginent qu'en cliquant, ils vont demain être initiés dans une loge. Il se passe des fois 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Il faut savoir attendre. J'ai même le cas d'un candidat qui a fait la même chose sur plusieurs obédiences et qui a choisi celle qui a répondu la première. Mais c'est une autre question. Ça. Et du coup, je rajoute bien cette idée de temps long, et de démarche. Absolument. Vincent, la question pour clore ou donner quelques mots de fin avant de donner la parole à la salle. Bien sûr. D'accord. Hein. Peut-être deux petits points rapides pour pas trop allonger cette prise de parole. Le premier sur pourquoi est-ce que j'y suis encore. Oui, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on y est encore 16 ans plus tard, mais d'autres sont plus anciens que moi encore sur le sujet, donc ils auront une autre vision. Mais j'y suis encore parce que je n'ai pas trouvé d'autres espaces dans la vie réelle, on va dire profane pour nous, mais réelle pour des gens qui ne sont pas encore initiés, où j'avais la liberté de me tromper autant sans que ça ne me porte préjudice. Et donc, ce que je suis venu chercher, je l'ai trouvé là, c'est la capacité à me tromper, à être face à mes erreurs, à
à remettre sur le métier l'ouvrage et à continuer à travailler pour devenir meilleur sans que ça ne me porte préjudice à quelque moment que ce soit. Et c'est une des composantes du secret et une des raisons de ce secret. Donc ça, c'est le premier élément, cette capacité à pouvoir avoir ce temps pour moi. Et le deuxième élément, c'est peut-être un peu désacraliser la vision qu'on peut avoir sur la maçonnerie et sur cette espèce de perfection. Le fait d'être un franc-maçon depuis 16 ans, et peut-être qu'un jour je serai depuis 44 ans, fait toujours quelqu'un de moi d'imparfait, toujours quelqu'un de moi qui fait des erreurs. Je ne suis pas quelqu'un qui a trouvé la solution à tous les problèmes. Je pense que ma femme et mes enfants auraient plein de critiques à m'adresser, mes salariés identiques, de manière identique, mais par contre, ça fait de moi quelqu'un qui accepte que ils ont raison de me dire que je fais des erreurs et ils ont raison de m'obliger à changer et à faire autrement, en tout cas à faire autrement jusqu'à trouver, on va dire, une meilleure façon de le faire. Voilà pourquoi je pense que c'est important aussi de préciser que la franc-maçonnerie ne fera pas de vous quelqu'un de parfait, ni dans 16, ni dans 44 ans. Peut-être 45, non? Dominique, quelques mots pour... Alors, je voulais dire un peu la même chose Oui. au niveau des erreurs, parce que les erreurs apprennent énormément. On apprend beaucoup plus avec les erreurs, d'ailleurs, qu'avec les succès. On n'est pas jugé en loge. Ça, c'est très important. On est en confiance. Et puis, ça n'est pas une compétition. C'est-à-dire que on n'est pas là justement pour être plus fort que les autres, mais pour justement travailler, encore une fois, le mot revient, hein, je suis désolée, mais travailler sur soi, c'est quand même une opportunité, et dans un milieu justement qui ne juge pas et qui est, bon, après, on n'est pas, il y a des caractères différents, mais c'est comme dans une famille, on doit s'adapter, nous, aux caractères différents. Voilà, mais c'est une construction ensemble, je dirais aussi. Jean, avant de donner la parole à la salle, quelques mots pour inciter justement nos profanes à poser des questions. La notion de cheminement et du temps long, vous l'avez dit les uns et les autres, ce parcours d'approfondissement. Quand on dit le travail, c'est aussi de la joie dans la découverte en commun. C'est effectivement aussi des impasses, des erreurs et toute une prise de conscience. Et c'est vrai que bon, je ressens pas aujourd'hui les choses comme je pouvais les ressentir quand j'avais 28 ans et que je suis rentré en maçonnerie. Mais tout ça m'a façonné et mes frères m'ont façonné. Et il y a cette dimension collective qui est très, très intéressante parce qu'elle fait partie de cette pédagogie. Vous avez des écoles spirituelles où il y a un maître et un disciple. Chez nous, c'est la loge qui est initiante, je dirais. Et ça... aussi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps. C'est pas un stage de 3 mois, quoi. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait parfois attendre une réponse qui va pas venir dans les 15 jours. C'est jouer le temps long et savoir que dans cet endroit, il y a des expériences de vie qui vont prendre le temps, parce qu'il faut prendre le temps, parce que pour prendre une image qui est tout à fait en dehors de notre sujet du jour. Regardez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de nos contemporains qui veulent aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut y aller en avion, on peut y aller en train, en voiture, mais pourquoi nos contemporains, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux à vouloir y aller à pied? La maçonnerie, c'est un peu la même chose. C'est une expérience. Parfois, il y a la douleur du chemin. Il y a des soirs où on est moins allant après une journée de travail pour aller retrouver ses frères. Mais c'est cette expérience vécue réellement. C'est pas du virtuel, la maçonnerie. Tout à fait, c'est vraiment un chemin, et on continue à cheminer. Alors, on a une bonne quinzaine de minutes pour des questions. Ah voilà, la première question est toujours difficile, mais là, elle n'est pas. Hein. Je ne sais pas si vous avez un micro pour les... Ou alors si vous parlez très très fort, et je pourrais peut-être reprendre la question si... Alors ça peut être question ou intervention, hein. C'est bon. En tout cas, je vous remercie pour ce partage. C'est toujours intéressant parce qu'on fait des découvertes de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a des images, et donc moi je me rends compte que je connais très très mal la franc-maçonnerie. J'ai connu des francs-maçons, mais voilà, mais je connais très mal les différentes. Alors, moi, je suis engagé en politique
pour le parti animaliste. Je suis le correspondant de l'Indre-et-Loire pour le parti animaliste avec Hélène Toury, un parti qui existe depuis 2007 et qui défend la cause animale. Alors moi, je me suis posé la question, vous parliez d'éthique, vous parliez de morale, vous parliez de chantier, vous parliez de philosophie. Alors moi, j'aimerais bien savoir si vous travaillez la question aussi de la place de l'animal dans le droit, de la place de l'animal dans la société, de la souffrance animale, de cette question aussi de la nourriture, enfin des questions qui sont fondamentales aussi. Parce que moi, si je me suis engagé en politique, c'est aussi pour sensibiliser à cette question-là, qui est un sujet important, mais qui est parfois très oublié du monde politique. Et c'est pour ça que je me suis même engagé au niveau des municipales ici, sur la liste de Monsieur Benoît Pierre, où j'étais 11e sur la liste ici. Voilà. Alors, on va poser la question à nos intervenants. Voilà. Et j'ai une deuxième question. Allez-y. Sur les obédiences, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre toutes ces obédiences? Parce que c'est ça, on se mélange, il y a tellement d'obédiences. Qu'est-ce qui vous distingue entre obédiences? Merci beaucoup. Vaste question. Déjà, au niveau symbolique, on a un bestiaire il y a un bestiaire dans la symbolique maçonnique. Il y a des aigles, il y a un pélican, mais bon, ça, c'est une autre question. Sur la question plutôt politique, puisque vous êtes un militant politique, est-ce qu'on débat de ce type de questions dans les loges maçonniques? Je peux vous dire qu'à la Grande Loge de France, en tout cas dans les loges que je fréquente, non. Puisqu'on ne parle pas de politique en loge. On peut évidemment, vous savez qu'après chaque tenue de loge, il y a des agapes, parce que les maçons et les maçonnes aiment bien manger et boire. Ça, c'est une tradition maçonnique. Et là, évidemment, la parole est complètement libre. On peut dire ce qu'on veut. Mais en termes de politique, chez nous, non. Alors peut-être dans d'autres obédiences, je ne sais pas, je vous pose la question. Alors du coup, dans les agapes, est-ce qu'on mange de la viande? Oui, on peut manger de la viande. Il y a des végétariens qui ont un repas amélioré. Mais c'est pour ça, voilà. Et souvent, on regarde leur repas. Nous, systématiquement, on a le choix. Oui, et souvent, on regarde le repas des végétariens, on se dit, finalement, il est peut-être meilleur que ce qu'on mange. Bon. Absolument. Et les agapes sont un lieu, justement, où on peut effectivement continuer à échanger par rapport à ce qui a été pu être travaillé en tenue, puisque le moment de réunion s'appelle la tenue. D'ailleurs, tenue de parole, tenue au niveau du corps, tenue de tout ce qui procède de cette pensée dans laquelle nous avançons ensemble. Et ce que je tenais à dire pour répondre, en tous les cas, essayer d'apporter une réponse à votre propos. Vous savez certainement que la franc-maçonnerie se qualifie d'humanisme, mais que l'humanisme appartient pas seulement à la dimension de la vie de l'homme sur Terre, mais qu'on est bien dans une logique actuellement de l'intérêt que nous portons au vivant. Donc, les animaux font partie de ce vivant. C'est très important de le dire. La nature fait partie de ce vivant. Et évidemment, l'homme, sa place par rapport aux animaux, par rapport à la nature, ça nous préoccupe quelque part. Alors, dans la partie justement qui appartient aux différentes obédiences et leur construction, nous avons cet espace-là que j'ai appelé tout à l'heure question sociétale. Nous avons cet espace-là de pouvoir, en tous les cas, nous poser la question. Et toute sœur, puisque je suis dans une obédience féminine, peut proposer une question à l'étude portant sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, ça devient un objet de questionnement qui va s'inscrire sur toutes les loges nationales, puisque nous sommes Grande Loge féminine de France, et qu'il y a cet intérêt, mais les autres obédiences le pratiquent aussi, de pouvoir avoir une pensée qui va se réunir autour de cette question-là. J'ai l'impression, je ne vais pas m'engager c'est pas mon rôle, mais j'ai l'impression que si une sœur pose ce type de questions, il y aura certainement, à un moment donné, dans notre actualité, l'intérêt à la garder et à la traiter, cette question-là. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Et répondre aussi, pour être très clair sur la spiritualité, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour moi, elle fait partie de la pensée symbolique, dans les questions symboliques que nous traitons. C'est important de donner une dimension spirituelle dans ce qu'on appelle le travail symbolique. Je voulais le dire pour pas qu'il y ait de malentendus. Oui, tout à fait. Levons les malentendus, on est là pour ça. Vincent, plutôt sur la question des différentes obédiences. Exactement. La deuxième partie de la question traitait de la différence entre les obédiences, et je pense que c'est un point didactique important pour ceux qui voudraient rejoindre la franc-maçonnerie. Je pense qu'il faut déjà commencer par comprendre que les obédiences, on peut les séparer en trois grandes
partie les obédiences qui sont uniquement masculines, les obédiences qui sont mixtes et les obédiences qui sont uniquement féminines. Je pense que déjà, il faut commencer par se poser cette question. Est-ce que je veux travailler uniquement avec des hommes, uniquement avec des femmes ou avec des hommes et des femmes? Et ça permet déjà de préciser une partie des obédiences qui vont nous intéresser. Et ensuite, dans ces différentes obédiences, on va retrouver des obédiences qui font appel à une notion, on va dire, religieuse. Est-ce que je veux que cette notion religieuse soit au centre, ou en tout cas de manière importante imprimée dans mon travail maçonnique, ou est-ce que je souhaite que ça ne soit pas du tout ou très peu présent dans mon travail maçonnique? Ça permet encore de faire une espèce de séparation entre les différentes obédiences. Et enfin, j'ai envie de dire que ça ne se joue plus au niveau des obédiences, mais on pourra se poser la question aussi du type de rituel et de rites qui sont pratiqués. On n'a pas beaucoup parlé des rites et des rituels, mais les rites et les rituels qui sont pratiqués peuvent amener aussi des colorations, des thématiques. Il y a des rites égyptiens, il y a des rites sylvestres, donc qui font appel à la forêt, aux druides, à tout cet imaginaire. Il y a des rites français, il y a des rites écossais, il y a plein de rites différents, traditionnels, symboliques. Enfin, on peut trouver des choses avec on va dire des colorations qui peuvent mieux coller à ce qu'on a envie de faire. Mais j'ai envie de dire, le rituel, c'est plutôt quelque chose qui vient plus tard et qu'on va pouvoir découvrir par la suite. Déjà se poser la question, mixité, homme-femme, croyance en un dieu, quel qu'il soit, ou pas de croyance en un dieu. Et à partir de là, déjà, on va pouvoir sélectionner très peu d'obédiences. Finalement, il va en rester une ou deux à chaque fois, et on va pouvoir très rapidement savoir vers laquelle on va se tourner. Puis très souvent, ça se fait si on a un frère ou une sœur présentateur. Finalement, ça a été mon cas. Moi, j'ai suivi la personne qui m'a parlé de la franc-maçonnerie parce que je l'aimais beaucoup. En plus, c'était mon patron, donc on aime toujours son patron. Non, c'était quelqu'un, enfin, il était toujours quelqu'un, il est toujours vivant, mais je l'ai suivi et je suis allé dans sa loge et j'y suis toujours et j'en suis ravi. Je crois qu'il y avait d'autres questions aussi. Ah voilà, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation et cette réflexion. On voit bien avec vous tous qui êtes présents sur le plateau que vous représentez que 4 obédiences, comme vous l'avez dit, et qu'il y en a d'autres. Et je voulais savoir si, durant votre parcours maçonnique, vous vous êtes toujours senti à votre place, si vous n'avez pas douté, et si à un moment, vous n'avez pas souhaité changer d'obédience, dans la mesure du possible, puisque un homme peut pas aller dans une obédience féminine, si je comprends bien, et une femme ne peut pas aller dans une obédience masculine. Mais est-ce qu'une femme aurait eu envie d'aller dans une obédience mixte? Et est-ce que quelqu'un qui fait partie d'une obédience mixte rejoindre une obédience masculine ou féminine? Oui, je pense, on va donner la parole, mais je pense qu'on a tous eu à un moment donné, vous imaginez bien qu'en 44 ans ou même en 16 ans d'engagement maçonnique, on s'est posé des questions, on a eu peut-être des doutes. Si je réponds pour moi, j'ai pas eu de doute sur la Grande Loge de France. C'est là où je suis né maçon et je crois que je vais rester maçon, avec tout le respect que j'ai pour les autres obédiences et les autres approches. Et on peut changer d'obédience, c'est pas du tout, sauf évidemment l'aspect sexe ou genre maintenant qu'on dit. Si je veux rentrer, j'ai voulu rentrer d'ailleurs au début dans la Grande Loge féminine de France, elles n'ont pas voulu de moi. Il fallait que je change de sexe. J'ai l'air de dire ça en rigolant, mais c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, qui se posait peut-être pas il y a une trentaine d'années. C'est une vraie question et elle s'est posée au Grand Orient de France d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu des doutes? J'imagine qu'on a tous eu à un moment donné des doutes, parce que le doute fait partie aussi de la recherche. Si on ne doute pas, à quoi bon? Si j'ai des certitudes... Oui, tout à l'heure, dans la présentation qu'a fait notre frère du Grand Orient des grandes familles, il se trouve que moi j'appartiens à une de ces familles où on ne parle absolument d'aucun sujet de société ou de politique. Voilà. Et peut-être que j'ai commencé ma vie maçonnique dans une autre obédience où justement je suis allé j'étais jeune pour rencontrer des gens très différents de moi. Des gens qui ne croyaient pas en Dieu, des gens qui avaient une utopie politique, et j'ai adoré ce moment de mon cheminement. Et puis après, on parlait beaucoup de sujets de société. Or, il se trouve que par ma profession et puis mes intérêts, j'avais plein d'endroits pour en parler en dehors du temple, en dehors de la maçonnerie. Et donc, j'ai préféré une deuxième étape où j'ai pu approfondir mon travail
sur les questions essentielles, intemporelles, le sens de la vie, la mort, tous ces sujets, avec ce magnifique vocabulaire symbolique, et donc de ne pas avoir de sujets politiques que j'ai par ailleurs. J'ai une vie sociale, j'ai une vie associative, mais en dehors, voilà. C'est un choix, c'est comme ça, et ce qui prouve que, effectivement, bien sûr, douter, c'est être homme. Hein. Si on ne doute pas, ça veut dire qu'on est un fanatique et surtout on se limite. Et la maçonnerie, c'est une émancipation, c'est une école d'émancipation, de liberté. Et ça fait partie justement du chemin qui est long et on peut prendre des bifurcations. Là aussi, c'est une école de liberté. Alors moi, j'ai pas eu un doute du tout. Je voulais une obédience mixte. Parce que pour moi, c'était évident, c'était la vraie vie, les hommes et les femmes. L'humanité est faite d'hommes et de femmes. Voilà, donc j'ai trouvé ça tout à fait naturel et j'y suis très bien. Et en plus, je me suis passionnée pour l'histoire de notre obédience. Et c'est l'objet de mes travaux, en fait. C'est de montrer comment cette obédience-là a défendu les droits des femmes et s'est bâtie justement sur ces droits et sur cet engagement social avant l'engagement philosophique, et surtout donner, à l'époque, c'était un enjeu important, donner une place aux femmes qui n'avaient pas de place parce qu'elles étaient considérées par le Code civil de 1804 comme mineures incapables, c'était le terme. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était vraiment une période incroyable avec des pionniers et des pionnières vraiment courageux. Et les hommes à cette époque-là étaient très courageux aussi parce qu'il le fallait pour soutenir justement les femmes dans leur combat pour essayer d'avoir au moins une place dans la société civile et une place dans la société maçonnique. Donc voilà. Si vous voulez tout savoir sur le droit humain, vous achetez, vous lisez le livre de Dominique. C'est un très bon bouquin sur l'histoire du droit humain et la philosophie du droit humain. D'autres questions dans la salle? Il nous reste 5 minutes. On a encore le temps un peu de discuter. Vous avez tout compris. Il n'y a pas de zone d'ombre. Il y a une question. Ah, vous avez déjà pris la parole, monsieur. Ah, la cotisation. Oui, madame. Si ça vous ennuie pas de vous lever, ah voilà, c'est mieux. En parlant de zone d'ombre, vous nous avez invités à poser des questions peut-être qui fâchent ou qui nous intriguent. Moi, c'est vrai que j'entends beaucoup de théories du complot. Là, en vous écoutant, on est très rassurés. On voit des gens tout à fait bienveillants, avec des belles valeurs humanistes, etc. Mais c'est vrai que moi, de l'extérieur, il y a tout un imaginaire qui est même associé à des histoires sombres, voire satanistes. On entend parler de plus on monte dans les degrés, on entend parler de troisième degré, etc. Donc, ça fait peur et ça ne correspond pas à ce que je vois ni sur scène, ni là-bas. Et du coup, j'ai du mal à réconcilier ces imaginaires. C'est parce qu'on fait partie du complot et en fait, on a été payé. Vous savez, une fois, j'ai fait une conférence un peu comme ici, et il y a une personne, mais très... C'était pas une blague, elle m'a demandé si j'avais les pieds fourchus. Et j'ai failli enlever mes chaussures, mais bon, quand même. Mais donc, il y a vraiment un imaginaire du satanisme, du fameux 33e degré, auquel, par exemple, au rite écossais ancien accepté, auquel on peut accéder une fois qu'on a passé par tous les degrés intermédiaires, hein, puisque la franc-maçonnerie, on ne l'a pas vraiment précisé. C'est une démarche initiatique qui est fondée sur des degrés. On rentre apprenti, compagnon, maître, et ensuite on continue. Et en fonction des rites, il y a plusieurs degrés, ou il y en a toujours après, mais en tout cas, au rite écossais ancien et accepté, que ici beaucoup pratiquent, il y a 33 degrés. Et donc ce fameux 33 degrés serait le 33 degrés. Et quand, face à des gens qui parlent de complot, alors je pense que vous vous posez la question, j'espère que vous n'en êtes pas convaincu, on me dit souvent, oui, mais vous n'êtes pas au 33e degré, vous n'êtes pas au courant, vous êtes manipulé, en fait, pour donner une image, comme on vient de le faire. Et ça, vous voyez que ça marche très, très bien, en fait. Hein. Non, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de complot maçonnique. Ça a été monté beaucoup à la fin du 19e siècle par la religion catholique,
par aussi des manipulateurs d'informations qui existaient déjà, des deepfakes qui existaient, le fameux Léo Taxil. Vous trouverez des bouquins sur ce sujet. Et on est victime de ça, finalement. Hein. Et même les bouquins de Léo Taxil qui datent de la fin du 19e, on les trouve encore sur le net. On trouve encore les bouquins de l'abbé Baruel qui dénonçaient la Révolution française, et les philosophes et les francs-maçons qui étaient les complotistes qui ont fait la Révolution française. Les historiens ont montré que tout ça était complètement farfelu et faux. Et d'ailleurs, la majorité des francs-maçons de l'époque ont été massacrés pendant la Terreur. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, mais ça reste dans l'imaginaire. Pourquoi ? Parce qu'on ferme les portes du temple, on ferme les portes de la loge, et on ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc, on est vraiment le terrain propice à tout l'imaginaire et toutes les théories du complot qui peuvent s'exprimer. Alors oui, il y a des crânes dans nos temples, il y a des faux cadavres, il peut y avoir des cercueils, le noir et le blanc, le bien et le mal. Oui, on parle de ça parce que ça fait partie de la vie. C'est ça la vie. On sait tous ici qu'on va mourir. Alors on n'en parle pas forcément, sinon ça serait dramatique. Mais en maçonnerie, on peut aborder cette notion de mort. On va mourir. On l'aborde. On l'aborde en plus. Enfin, on peut. On l'aborde vraiment. On aborde les questions essentielles. Mais il faut savoir que le mot complotisme, il a été inventé à partir de l'antimaçonnisme. Hein. C'est une histoire très française, effectivement, à partir d'un abbé Baruel qui écrit que les francs-maçons sont responsables de la Révolution française, et puis qui brode autour de ça. Alors qu'en réalité, comme le disait Philippe, il y a malheureusement eu autant de francs-maçons victimes de l'échafaud, et il y en avait dans tous les camps. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que la franc-maçonnerie est une école d'émancipation. Donc, politiquement, elle a pris part à tous les grands combats d'émancipation. C'est en cela que des gens qui étaient réactionnaires n'en voulaient pas. Et puis, il y a eu ce conflit avec l'Église catholique. C'est une question très particulière de la France et des pays latins. Vous n'aurez pas du tout ces sujets au Royaume-Uni ou dans des pays... vous allez en Australie, dans le journal, on vous met les horaires des tenues des réunions maçonniques. Alors qu'en France, la maçonnerie... a été interdite sous le régime de Vichy. Il y a toutes ces choses. Bon, peut-être que le 19e siècle, le pape avait des raisons d'être fâché quand Garibaldi voulait l'unité de la nation italienne et qu'il était aidé financièrement par les frères italiens. Donc il y a tout ce passif qui est très latin, très particulier, qui est très français. Et malheureusement, qui fait partie des fantasmes. J'espère qu'on vous a montré un autre visage. Mais ce qui est triste, il y a un excellent bouquin de Pragman là, sur les nouvelles formes de l'antimaçonnisme, c'est qu'on a vu, par exemple, au moment des Gilets jaunes, des gens dire des choses horribles sur les ronds-points ou s'en prendre à des temples maçonniques. Parce que, c'est comme l'antisémitisme, l'antimaçonnisme, le complot judéo-maçonnique. Ça fait partie des fantasmes, malheureusement, qui sont réels. Si on voit dans les loges la difficulté qu'on a, par exemple, pour trouver une date pour organiser un banquet, je ne sais pas comment on arriverait à organiser un complot multinational ou mondial. Il est bien rajouté. Juste, il est midi et demi. J'ai pour consigne de terminer. Quand même une petite... Le complotisme, il s'exerce aussi à partir de cette notion de secret que nous avons et qui nous qualifie. Et je pense que là aussi, il est utile quand même de le soulever, cette histoire-là. Le véritable secret ne réside pas justement dans le secret tel qu'il est exprimé à ce moment-là, mais parce que du coup, tous les rituels, toutes les informations, vous les avez. Il y a des ouvrages. Tout est mis à disposition. Le véritable secret réside dans l'expérience que nous vivons entre nous et sur laquelle nous n'avons pas, parce que nous l'avons convenu ensemble, nous n'avons pas à explorer ni à dire qui est frère et sœur et ni ce qu'on fait à l'intérieur des loges, parce que ça appartient à notre liberté à ce moment-là, à la fois intérieure et notre liberté d'exercer en franc-maçonnerie. Je voulais quand même le souligner parce que c'est un élément qui nous empêche parfois de répondre très franchement sur le plan institutionnel qui nous sommes et contre justement cette pensée qui est anti-maçonnique. Et on l'a bien vu au niveau des Gilets jaunes. Je voulais quand même le souligner parce que c'est un élément qui ne nous sert pas à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis, on va dire une vingtaine d'années,
la franc-maçonnerie dans son ensemble, quelles que soient les obédiences, s'est emparée de cette communication vers l'extérieur, d'où ces salons, d'où les articles. Si vous suivez l'évolution des articles sur la franc-maçonnerie dans les journaux comme Le Point, je donne Le Point, l'Express, etc., vous pouvez voir une évolution depuis les années 90, où avant c'était qui est franc-maçon parmi le gouvernement, Macron est franc-maçon, etc. On arrive à des fois des journaux qui font des dossiers sur la franc-maçonnerie qui sont très bien faits, très pertinents, et qui apportent un éclairage vraiment réel sur ce qu'est la franc-maçonnerie. C'est ce qu'on a voulu vous donner sur cette table ronde. J'espère qu'on a rempli nos objectifs. Donc je remercie, parce qu'on arrive avec des midi et demi, donc il faut s'arrêter. Mais les questions peuvent continuer, parce qu'on est tous présents dans le salon. Vous avez des représentants d'obédience, vous avez des bouquins, vous avez de l'art maçonnique pour voir un petit peu tout ce que la franc-maçonnerie a insufflé comme esprit dans l'art. Et donc je remercie Evelyne et Dominique, je commence par les femmes. Je remercie Jean et Vincent également d'avoir participé à cette table ronde et je vous remercie d'y avoir participé également. Alors, juste un petit mot pour vous dire que cet après-midi, vous avez une conférence de Jerry Pragman justement sur l'antimaçonnisme. Donc vous allez pouvoir faire le pont avec le sujet de ce matin, puis que de toute façon, vous allez pouvoir continuer vos conversations avec l'ensemble des obédiences de Tours qui sont présentes sur le salon. Véronique, à toi. Alors, merci à vous, en tout cas, d'avoir animé cette table ronde. Merci beaucoup. On peut peut-être les applaudir. Oui, carrément. Merci. Et donc, on se retrouve à partir de 13h30 avec une conférence de Fernand Cafiero et Jean-Laurent Turbet, Les mystères de la franc-maçonnerie. D'ici là, bon appétit.